monsieur, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTU1. Voici les grands titres de ce 20h. La lutte contre les médicaments frauduleux s'accentue. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique s'active sur le terrain. Son partenariat avec la police porte ses fruits. Une importante quantité de faux médicaments a été saisie dans la commune d'Abobo. La clinique incriminée a été fermée. Des agents de la Direction générale du budget sont en conclave depuis quelques jours. Ils sont en réunion de préparation du budget 2020. Le secrétaire d'État Moussa Sanogo leur a rendu visite pour s'imprégner du déroulement des travaux. La Côte d'Ivoire se prépare ainsi à basculer en mode budget-programme dès l'année prochaine. Le programme social du gouvernement continue de se déployer dans les différentes régions. Les jeunes, notamment ceux de la région du Hambol, ont désormais à leur disposition des guichets emploi. Ce programme vise à résoudre la question de l'emploi des jeunes. Le ministre Ali Koulibaly vient d'inaugurer le guichet emploi du Hambol. La fièvre hémorragique Ebola continue de sévir en RDC. 2 cas viennent d'être confirmés dans le sud de Kivu. Il s'agit d'une femme et de son jeune enfant. La mère est décédée, selon le gouverneur de la province, qui active la lutte dans sa région. Soyez les bienvenus sur RTI1. Les lignes bougent dans le domaine de la santé en Côte d'Ivoire. La lutte contre les médicaments frauduleux s'accentue. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique s'active. Vous allez le voir sur le terrain. Et son partenariat avec la police vient de porter ses fruits. Une importante quantité de faux médicaments a été saisie dans la commune d'Abobo. La clinique incriminée a été immédiatement fermée, comme nous l'explique Salima Toudia. L'opération n'a duré qu'1 heure. Les éléments de la police viennent de mettre la main sur des tonnes de médicaments falsifiés, dissimulés dans un magasin servant d'entrepôt. La saisie a eu lieu ce vendredi matin à Bobo, en collaboration avec le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. C'est un magasin de dépôt où tout le monde vient stocker des médicaments qu'on vient de découvrir. Donc c'est un véritable jackpot aussi. Dedans, on a toute une panoplie de produits. On parle des antibiotiques aux antipyrétiques, les antipalus. Tout ça sont des produits contrefaits, des produits même qu'on ne connaît pas, dont la provenance est douteuse. On a signé à Strasbourg la convention Medicrime, qui est une convention qui criminalise la vente de médicaments MKIF. Donc c'est devenu un crime de vendre des médicaments dans la rue. Cette descente sur le terrain a aussi conduit à la fermeture d'une clinique privée à Adjamé, non autorisée à exercer, à la suite d'une opération de contrôle faite par le ministre Eugène Akahaouele il y a quelques mois. Nous avons ordonné la fermeture de cet établissement parce qu'il était totalement irrégulier du point de vue administratif. Mais en plus de ça, sur le terrain, nous avons pu constater que les règles d'hygiène n'étaient pas respectées et qu'il y avait une insécurité totale pour la population. Nous sommes revenus faire un constat. Le constat est que déjà, l'ordre de fermeture qui a été donné a été peint. À l'intérieur, il y a une façade qui dit que c'est en travaux, de sorte que, bon, on a l'impression qu'il n'y a pas d'activité, mais à l'intérieur, là-bas, l'activité continue, alors que l'établissement doit être fermé. La sanction que nous avons envisagée rapidement, c'est déjà de saisir les responsables. 80% des 2503 cliniques privées recensées après enquête travaillaient dans l'illégalité. Ces opérations du ministère de tutelle entrent dans le cadre de la lutte contre les faux médicaments et la régularisation du secteur de la santé. Voilà, de faux médicaments saisis, des cliniques fermées. C'était un reportage de Salima Toudia. L'année prochaine, à partir du 1er janvier, la Côte d'Ivoire basculera en mode budget-programme. L'objectif est d'instaurer une plus grande cohérence entre ses objectifs de développement et ses capacités budgétaires. Pour mieux préparer justement la transition, des agents de la Direction générale du budget sont en conclave. Ils ont reçu d'ailleurs la visite de la tutelle. Le secrétaire d'État Moussa Sanogo est allé s'imprégner du déroulement des travaux. Le reportage de Jean-Luc Bambo. Démarré avec la signature de la lettre de cadrage du Premier ministre le 21 juin dernier, le processus d'élaboration du budget 2020 est à l'étape des conférences budgétaires. Les spécialistes des questions budgétaires sont ainsi entrés au laboratoire depuis le 26 juillet dernier. Les travaux des équipes ont consisté, entre autres, à vérifier le respect des orientations données dans la lettre de cadrage de M. le Premier ministre, dans la répartition des enveloppes budgétaires, échanger sur les différentes propositions de répartition des crédits et des emplois par programme et par dotation, et vérifier que les objectifs et les actions qui alimentent les PAP
des ministères sont cohérents avec les choix, les priorités stratégiques du gouvernement. La préparation du budget 2020 s'inscrit dans la perspective du basculement en mode budget-programme dès le 1er janvier 2020. La Côte d'Ivoire veut ainsi se donner les moyens d'avoir une gestion davantage axée sur les résultats. Les besoins sont extrêmement importants, quasiment illimités. Les ressources sont plutôt limitées, donc ça amène forcément à faire des arbitrages pour savoir où est-ce qu'on affecte la ressource, où est-ce que c'est le plus prioritaire, où est-ce que c'est le plus efficace. Et en basculant en mode budget-programme, ça doit pouvoir justement nous aider à améliorer l'efficacité de la dépense. Des séances d'arbitrage sont également prévues après ces conférences budgétaires en vue de peaufiner le budget 2020. Par la suite, il y aura encore des échanges à des niveaux ministériels. Puis, il va falloir que le gouvernement adopte le projet de budget qui va sortir de tout ça avant qu'il ne soit transmis à la mi-octobre au Parlement. 15 octobre 2019, étape ultime du processus de préparation du budget 2020 avec le dépôt du projet de budget au Parlement. Mais avant, le Conseil des ministres devra examiner et adopter l'avant-projet le 25 septembre prochain. Et pour le bien-être des populations, le PS-Gouv, le programme social du gouvernement, continue de se déployer dans les différentes régions. Les jeunes, notamment ceux de la région du Yambol, ont désormais à leur disposition des guichets emploi. Notez que ce programme vise à résoudre la question de l'emploi des jeunes. Le ministre Ali Koulibaly, qui a procédé à l'inauguration du guichet du Yambol, invite toute la jeunesse à le fréquenter. Soro Corona. Le guichet emploi de Katiola dans la région du Yambol est désormais fonctionnel. Il a été officiellement ouvert par le ministre Ali Koulibaly. Relais des agences emploi jeunes dans les localités, les guichets emploi se positionnent comme le premier contact entre les jeunes et le dispositif d'aide à l'emploi de la jeunesse. Les jeunes de la région du Yambol pourront désormais accroître leurs opportunités de stage, d'emploi direct, de financement de projets et de formation qualifiante. Les représentants des jeunes et des élus locaux se sont réjouis de la mise en place de ce dispositif. Pour eux, le guichet emploi vient résoudre définitivement la question de l'emploi des jeunes dans la région du Yambol. Son Excellence le Président de la République a inscrit la jeunesse comme une des priorités de l'action gouvernementale. Nous devons alors saisir cette opportunité d'emploi qui s'offre à nous pour sortir de la précarité. À compter d'aujourd'hui, vous devez relayer l'information à tous vos amis jeunes dans les quartiers en leur disant que nous devons tous venir nous inscrire pour avoir accès à des emplois décents. Le ministre Ali Koulibaly a réaffirmé la volonté du président de la République, Alassane Ouattara, à trouver à chaque jeune une opportunité pour s'y prendre en charge. En donnant à l'ouverture de ces guichets emploi jeunes une dimension politique particulière, notre gouvernement apporte ainsi la preuve irréfutable que la jeunesse est sa priorité et qu'aucun sacrifice n'est de trop quand il s'agit de cette jeunesse qui aspire à un mieux-être. Il importe en effet que toute la communauté nationale soit partie prenante dans la mise en œuvre de la politique de l'emploi jeune que porte le président Alassane Ouattara. Les guichets emploi vont générer près de 500 000 emplois d'ici 2020 pour un montant de plus de 141 milliards de francs CFA. Après les 45 guichets emploi ouverts dans les communes des chefs-lieux de région, 156 autres guichets verront le jour dans les communes du pays. Ils profitent déjà des fruits du PS-Gouv. Il s'agit des 10 300 enseignants contractuels admis au concours de recrutement organisé dans le cadre de la politique sociale du gouvernement. Ils débutent leur stage de formation ce lundi 19 août. Notez que pour les instituteurs adjoints contractuels, le stage se tiendra dans les 16 CAFOC pour sur le territoire national. Et quant aux enseignants contractuels de collège et de lycée, le stage se fera par discipline dans des établissements secondaires. La sécurisation des populations figure également au nombre des priorités. Notez que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a équipé la police de Korogo. Les agents pourront effectuer donc des patrouilles motorisées en vue d'améliorer l'indice de sécurité de la ville. Le parc automobile a été renforcé. C'est le préfet de police de Korogo qui a réceptionné les clés de véhicules pour les remettre aux policiers. Ami Sissoko. 2 pick-up flambant neufs munis des gyrophares.
c'est le don du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly à la police de Korogo. Les véhicules ont été remis au préfet de police par Lassina Binaté, préfet intermédiaire du département de Korogo. Il s'agit de renforcer les moyens de mobilité des forces de l'ordre en vue de faciliter les interventions. Recevant les clés des véhicules, Kwame Kwasi Boitini, préfet de police, a pris l'engagement d'apporter encore plus de tranquillité aux populations. On est vraiment heureux de recevoir ce don. Pour nous, c'est un défi constant, donc de maintenir le cap de la sécurité qu'on a pu atteindre, mais il faut aller au-delà. Donc, pour nous, le message, c'est qu'il faut mieux faire. Apporter la sérénité même dans les localités les plus reculées de Korogo, c'est ce travail au quotidien qui mérite d'être encouragé à travers le geste du Premier ministre, a indiqué Lassina Binaté, préfet intermédiaire du département de Korogo. Je pense que ça leur permettra d'accroître leur capacité d'intervention et aussi de sécuriser notre ville qui est devenue un agropole au plan économique, au plan culturel et au plan administratif. Nous recevons de plus en plus d'autorités et il est bon que les forces de l'ordre soient équipées pour assurer la sécurisation des biens et des personnes qui viennent visiter nos régions et aussi des populations locales. Lassina Binaté a rappelé que l'indice de sécurité évolue positivement car il n'y a pratiquement plus d'attaques à main armée dans le Poro et cela est rassurant pour les populations. Rassurant donc pour les populations et notre pays, la Côte d'Ivoire redore aussi son blason au plan diplomatique. Le ministère des Affaires étrangères réhabilite ses bâtiments. Il s'agit de 2 bâtiments annexes. Les travaux suivis par le PNET ont coûté environ 520 millions de francs CFA. Voyons la cérémonie de remise des clés avec Ahmed Traoré et Salimatou Dia. Ils avaient pris des rides au fil des années. 2 bâtiments du ministère des Affaires étrangères font peau neuve. Ces 2 bâtiments qui datent de l'époque coloniale ont été réhabilités d'un coût d'environ 520 millions de francs CFA. Ces 2 bâtiments contiennent chacun 25 pièces. L'expert du BNET, Bureau national d'études techniques et de développement, nous fait l'état des lieux. Il fallait garder l'aspect historique du bâtiment parce que c'est un bâtiment colonial. Il fallait réhabiliter à l'identique. Donc nous avons réhabilité tout ce qui est l'eau technique, électricité, climatisation, téléphone qui n'existait pas au départ, sécurité, incendie, vidéosurveillance. Selon le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, les travaux ont été réalisés conformément au cahier de charges. La réception des clés aujourd'hui est pour nous un ouf de soulagement parce que nous avions la pression, nous avons déjà les équipements qui ont été mis à disposition du ministère par un de nos partenaires, mais malheureusement, comme les locaux n'étaient pas disponibles, on ne pouvait pas mettre en œuvre le projet de cantine du ministère des Affaires étrangères. Pour les responsables du ministère des Affaires étrangères, ces 2 bâtiments composés d'un rez-de-chaussée plus 2 étages viennent à point nommé. Ils permettront de désengorger les bureaux. Nous restons à Abidjan où le MAEP, mécanisme africain d'évaluation pour les pairs, a réuni ses structures nationales pour la 2e fois. 28 pays participants sur les 39 que compte le MAEP. L'objectif est de redynamiser sa participation à la gouvernance en Afrique. La situation politique en Algérie et au Soudan a été évoquée. Le MAEP veut contribuer à la stabilité de ces 2 pays, comme nous expliquent Woyon Telesoro et Herman Divi. Jeter les bases de la revitalisation des processus du MAEP dans les États qui y sont membres, c'est le but de cet atelier qui réunit en Côte d'Ivoire 28 pays participants. Pour que la revitalisation du MAEP soit complète, il est important que cette revitalisation vienne jusqu'au niveau des commissions nationales de gouvernance. Des étapes de concrétisation de la naissance formelle de ce comité qui regroupe les bras techniques et administratifs du MAEP à l'échelle des pays, reste encore à faire. C'est solennellement que nous demandons au Conseil consultatif continental des commissions nationales de gouvernance et au comité des points focaux du MAEP de se pencher sur les textes constitutifs de cette structure et de leur accorder donc la suite qu'il convient, parce que jusqu'à présent, c'est au niveau des secrétaires nationaux que le problème a été discuté, les textes ont été vus, etc.
Après la semaine Mo Ibrahim pour la gouvernance, la Côte d'Ivoire réaffirme l'engagement du gouvernement aux côtés des pays frères pour le rayonnement de l'Afrique. La Côte d'Ivoire attache, à travers son président, son Excellence Alassane Ouattara, du prix à la gouvernance. Cet attachement a été matérialisé le 9 février 2019 lors du forum des chefs d'État et de gouvernement du MAEP. À cette occasion, le président de la République a pris l'engagement d'élaborer un plan national de gouvernance pour donner un engagement politique fort et pour s'assurer de l'impact au niveau des changements qui vont avoir lieu au niveau des populations. Le président Ouattara, il a reçu son rapport sur l'état de gouvernance ici en Côte d'Ivoire, il a reçu en janvier. Ce rapport-là va être lancé pendant cette année. Donc dans ces rapports-là, il y a les bonnes pratiques, il y a aussi les défis. Et ce qui est bien en Algérie, c'est que le peuple eux-mêmes, avec leurs dirigeants, on arrivé de trouver une méthode pacifique de maîtriser la transition. Au Soudan, finalement, avec l'aide même de l'Union africaine, ils ont réussi à se retrouver. On a un bureau là-bas aussi de MAEP, on est en contact avec, on attend qu'ils vont nous inviter pour travailler avec. Les résultats obtenus par le mécanisme africain d'évaluation par les pairs sur les questions du continent ont convaincu les chefs d'État de l'Union africaine avec l'élargissement du mandat du MAEP pour suivre la mise en œuvre de l'agenda 2063 de l'Union africaine et des objectifs de développement durable de l'ONU. Dans la sphère politique ivoirienne, le RHDP déploie ses ailes dans le Moronou. Récemment, à Bongouanou, le coordonnateur régional Théophile Awandoli a partagé la vision, le chronogramme et les grandes lignes d'action à mettre en œuvre pour investir le terrain et prôner les idéaux de paix et de rassemblement du RHDP. Alexis Ouedraogo pour en savoir davantage. Le Moronou en ordre de bataille pour stabiliser la base du RHDP dans la région. Samedi à Bongouanou, le coordonnateur régional Théophile Awandoli a exhorté ses hommes à investir le terrain. Nous devons renverser la tendance. Tu es dans ton quartier, tu dois maîtriser ton quartier. Tu es dans ton village, tu dois maîtriser ton village. On t'a nommé délégué sous-préfectoral ou délégué départemental, mais tous les jours, tu dois être là. Si le RHDP est majoritaire au plan national, le RHDP, par notre travail, devra être majoritaire dans le Moronou. Pour Théophile Awandoli, il faut une équipe au travail. Il a donc invité ses hommes à l'union autour d'objectifs clés, notamment la victoire du parti. Pour que nous puissions travailler dans la sérénité et bien travailler, il faut que, mesdames et messieurs, nous soyons soudés. On doit travailler pour la victoire du RHDP. Les victoires individuelles, ça va venir après. Et déjà, les équipes sont mises en mission pour sillonner les villages et hameaux les plus reculés et porter le message de rassemblement. Le GPP, le groupement des partis politiques pour la paix et l'Union républicaine pour une nouvelle Côte d'Ivoire se mettent ensemble pour propager leur vision de paix et d'unité. L'Union républicaine pour une nouvelle Côte d'Ivoire se présente sur la scène comme une opposition alternative, c'est-à-dire qui critique et qui propose également. Cette formation politique entend pleinement jouer son rôle sur l'échiquier. C'est le 14e parti du groupement politique GPP. Ahmed Traoré, Alexis Ouedraogo. Le président du parti politique URSA, Union républicaine pour une Côte d'Ivoire nouvelle, prend position face à la classe politique qui se montre de plus en plus violente en ces mots. Il présente sa formation comme un parti qui contribuera à œuvrer pour la paix et adhère donc au GPP, le groupement des partenaires politiques pour la paix. Tout parti qui milite pour la résolution de la paix, nous adhérons à cette résolution parce que nous avons constaté les dernières années, c'est la jeunesse qui a payé le prix fort. Donc, arrivé un moment, il faut prôner la paix et la réconciliation en Côte d'Ivoire. Les ambitions, déjà, c'est de propager ce message à travers la Côte d'Ivoire. C'est d'inculquer la notion de la paix aux jeunes de Côte d'Ivoire. Et ensuite, c'est de passer aux élections à venir. Une démarche que salue Henriette Lagou, coordonnatrice générale de ce groupement politique désormais composé de 14 partis. Nous sommes venus pour faire avancer la démocratie en Côte d'Ivoire. Et nous sommes venus pour faire la politique autrement. Et donc, c'est ce que ce partenaire politique a compris et a décidé de rejoindre le groupe GPP. Nous lançons un appel aux autres partis
de rejoindre le GPP pour que nous puissions œuvrer ensemble pour la paix en Côte d'Ivoire et une cohésion sociale de façon totale. Selon son président, l'URSA est un parti centriste né en décembre 2018. À l'instar des autres partis qui composent le GPP, lui se présente comme un parti d'opposition alternative, un parti qui critique et propose des solutions concrètes. Nous partons maintenant pour le village de Diangobo, dans la sous-préfecture de Yakassé à Tobrou, où se déroule la 4e édition des journées socio-culturelles dénommées Enveu Diangobo 2019, des festivités pour promouvoir le patrimoine culturel du département de Yakassé à Tobrou. Le ministre Seka Joseph, cadre de la région, présent à ces festivités, a annoncé des projets de développement pour le département. Mamadou Kwasi. Diangobo. Ce village de la sous-préfecture de Yakassé à Tobrou s'est inscrit depuis quelques années dans une dynamique de développement. Cela se traduit par la réalisation de plusieurs infrastructures. Des infrastructures pour répondre aux besoins des populations, de plus en plus jeunes. L'ouverture des 4e journées socio-culturelles dénommées Enveu Diangobo a été l'occasion pour la mutuelle de développement du village de revenir sur certains projets de développement, notamment la construction d'écoles primaires et des consultations médicales. Ces festivités constituent un cadre de promotion des valeurs culturelles de la région. Aujourd'hui, nous voulons créer une nouvelle école, une 4e école pour notre village, parce qu'il faut dire ici qu'il y a vraiment un besoin. Les enfants sont recrutés à 9 ans au CPE. Au niveau de la santé aussi, à chaque édition, nous envoyons nos jeunes cadres, que ce soit les médecins, des infirmiers, les sages-femmes, nous les ramenons chaque année au village, 2 jours durant, pour prendre en charge nos parents. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable, cadre de la région, par ailleurs patron de l'événement, salue l'esprit de solidarité qui règne dans le village, avant de rappeler les projets de développement immédiats annoncés par le président de la République, Alassane Ouattara. Très bientôt, on va commencer le goudron. Hier, les responsables de la société qui doivent faire le goudron sont allés jusqu'à Biébi pour commencer à faire le maîtrise, ce qui veut dire que très bientôt, le goudron va passer ici. Bientôt, les problèmes d'eau, nous n'en aurons plus, non? Parce que les canalisations sont maintenant arrivées à Dopé. Reste à venir installer l'usine de traitement et il y aura des emplois pour la jeunesse. Le professeur Joseph Seka a également lancé un message à ses parents dans la lutte contre l'orpaillage clandestin qui sévit de plus en plus dans la région. Diverses maladies cardiaques, pulmonaires. Tout à l'heure, on parlait de cataracte. Chers parents, ça ne vient pas de trop loin. C'est vrai, ces maladies existent avant, mais la flambée, le nombre qui augmente est dû au fait que ces gens qui viennent exploiter l'or utilisent des produits qu'on appelle le mercure, le cyanure, et ce sont ces produits-là qui donnent toutes ces graves maladies qu'on ne peut pas guérir et qui risquent de nous emporter un à un, comme ça a commencé déjà à le faire. Combattons l'orpaillage clandestin si nous voulons éviter ces maladies-là. Des consultations médicales gratuites et des activités sportives constituent des moments forts de ces 4e journées socio-culturelles et sportives de Diangobo. Et nous restons dans cette belle ambiance pour évoquer les festivités du 7 août dernier. La Côte d'Ivoire, notre pays, a célébré le 59e anniversaire de son indépendance. Une célébration éclatée dans toutes les régions ivoiriennes, tout comme à l'extérieur. Et c'est le cas de l'ambassade de la Côte d'Ivoire en France qui a célébré la fête nationale. L'événement a été marqué par un cérémonial militaire et par une adresse de l'ambassadeur Charles Gomis. Le témoignage est signé Mamadou Kwasi. À 6000 km d'Abidjan, la communauté ivoirienne de France commémore les 59 ans de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Une célébration marquée essentiellement par un cérémonial militaire avec les éléments placés sous l'autorité de l'attaché de défense, le général Adam Koné, et l'adresse de l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France et à Monaco, Charles Gomis. Le diplomate a saisi l'occasion pour inviter ses collaborateurs à plus d'ardeur au travail. La Côte d'Ivoire a repris sa marche vers le développement avec l'Ivoirien nouveau et je dirais le diplomate ivoirien nouveau qui implique pour ce dernier discipline, rigueur, travail, respect de la chose publique et sens élevé du devoir. Je vous engage donc à rester mobilisés pour les nombreuses tâches à accomplir afin de faire de l'ambassade de Côte d'Ivoire en France
le fleuron de notre diplomatie. Charles Gomis a annoncé la réhabilitation des locaux de la chancellerie ainsi que les bâtiments annexes en vue de faciliter les conditions de travail du personnel diplomatique. Il a également réitéré son engagement à voir les Ivoiriens vivant en France à plus d'union et d'entente pour contribuer au développement de la nation ivoirienne. C'est depuis 1960 que la Côte d'Ivoire entretient officiellement des relations diplomatiques avec la France. La France est le premier pays de l'Union européenne en termes d'échanges commerciaux avec la Côte d'Ivoire. Et toujours en France, à Lourdes précisément, l'heure est au recueillement et à la prière pour les pèlerins qui ont célébré l'Assomption. Les pèlerins ivoiriens s'inspirent du thème de cette année. Heureux, vous les pauvres. C'est une invitation à suivre Jésus-Christ et à lui ressembler pour vivre heureux, répandre son amour, comme nous explique Doigt de Laser, Boko Clément, envoyé spécial à Lourdes. Basilique Pie X de Lourdes en France. L'édifice religieux a refusé du monde ce jeudi 15 août, jour de la célébration de la fête de l'Assomption, qui marque l'entrée de la Vierge Marie dans la gloire du ciel avec son âme et son corps. Plus de 300 000 pèlerins venus de 180 pays, dont la Côte d'Ivoire, ont participé à la messe. Pour nous, nous espérons en tout cas que cette célébration sera l'occasion, comme nous avons déposé la bougie à ses pieds, avec pour vœu à son attention de désarmer les cœurs des Ivoiriens. Donc nous espérons qu'à l'occasion de cette montée au ciel, la Vierge montera avec ses intentions afin que le cœur de tous les citoyens ivoiriens soit rempli d'amour, soit désarmé et que notre pays continue de vivre dans l'harmonie. C'est un nouveau départ pour l'humanité. À travers donc la fête de l'Assomption, nous devons cultiver les valeurs de l'humilité, de l'amour sincère et vrai entre frères et sœurs. Parce que Dieu même a dit dans sa parole, aimez-vous les uns les autres. Donc nous devons commencer par cette Assomption. La fête de l'Assomption a été proclamée par le pape Pie X le 1er novembre 1950. La Vierge Marie, c'est la première femme qui a réussi sa vie, qui est montée au ciel, mais qui a dit oui tous les jours sur terre, dans les joies comme dans les peines. Marie, c'est notre mère à tous. Elle mérite d'être célébrée, elle est vénérée. Elle est vénérée, elle nous rappelle qu'il n'y a pas de plus grand amour que donner sa vie pour son Fils Jésus. Elle s'efface pour nous envoyer chaque fois vers ce ciel. Après la fête de l'Assomption, les chrétiens catholiques vont célébrer la fête de la Croix glorieuse le 14 septembre prochain. Cette célébration rappelle l'importance de la croix dans l'histoire du salut. Voilà, vous venez de voir le reportage de l'un de nos envoyés spéciaux à Lourdes, Grace Kando. En Arabie Saoudite, à présent, les musulmans ont terminé, eux, de leur côté, leur pèlerinage. Ils ont sacrifié à tous les rites. L'édition 2019 à la Mecque est quasiment terminée. Mais question, comment préserver les acquis du Hajj? Quel bilan surtout fait-on de la participation ivoirienne? Élément de réponse dans ce reportage d'Abdoulaye Koné, envoyé spécial en Arabie Saoudite. Après Arafat et Mousdalifa, les pèlerins ont lapidé les stèles à Mina, 72 heures de lapidation qui marquent la fin du Hajj 2019. Lorsqu'on lapide Satan, on grandit en spiritualité. Et lorsqu'on grandit en spiritualité, on grandit aussi en amour en Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'on grandit en amour vers Allah subhanahu wa ta'ala, on devient un homme pieux. Et un homme pieux n'a autre mérite que le paradis. Si accomplir le Hajj est dorénavant un acquis pour ces milliers de pèlerins ivoiriens, les différents encadreurs religieux en appellent à la préservation des acquis. Je quitte au Hajj, comme je suis clean, je ne pose pas d'actes qui vont à l'encontre de ce que l'islam nous demande. Donc vraiment, il faut craindre Allah sincèrement. Mettre Dieu dans tout ce que nous faisons et s'éloigner de tout égarement que le Satan met sur notre voie. De Médine à la Mecque en passant par Mousdalifa, Arafat et Mina, le commissaire du Hajj dresse le bilan. Le bilan est positif. Il y a eu beaucoup d'innovations. Il y a eu beaucoup de choses qui permettent aux pèlerins d'être à l'aise pour diminuer le temps d'attente, que ce soit au niveau de la mosquée de la Riviera ou à l'aéroport, et même ici. Tous les regards sont désormais tournés vers la capitale économique ivoirienne. Le premier vol au départ de Jeddah devrait atterrir le dimanche 18 août prochain.
Ailleurs, en RD Congo, les nouvelles ne sont pas trop bonnes au plan sanitaire. La fièvre hémorragique Ebola continue de sévir dans le pays. 2 cas viennent d'être confirmés dans le sud Kivu. Il s'agit d'une femme et de son jeune enfant. La mère est décédée. Le gouverneur de la région révèle que toutes les personnes ayant été en contact avec les malades sont en cours d'identification pour vaccination. Et ainsi va le monde en ce vendredi 7 août. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve avec le même plaisir demain à la même heure.